qui a évolué dans ses services au fil des années, bien entendu, hein, de l'ère du Minitel jusqu'aujourd'hui aux hébergements cloud, hein. Le focus de l'activité s'articule autour de l'hébergement des sites et applications web, donc par des services infogérés sur des clouds publics ou clouds privés, allant sur la partie, passons par la partie réseau et allant jusqu'à la partie performance. Donc nous hébergeons, nous protégeons les data centers et ensuite nous accélérons les contenus pour la diffusion mondiale, hein, via des solutions de CDN. Et bien entendu, au fil des années, avec la diffusion des contenus, s'est posé les problèmes de sécurité en amont des attaques massives, d'attaques DDoS. Nous avons tous entendu parler de ces fameuses attaques. Et donc aujourd'hui, Ecritel est partenaire d'Imperva depuis plus de 7 ans. Par une petite histoire, comme souvent, un mode, ce qu'on appelle les modes pompiers, les modes les plus désagréables, hein, pour les services informatiques, mais ceux qui parfois démontrent tout l'intérêt et la performance d'une solution. Donc pour une entité ministérielle, je ne citerai pas le nom, par des notions de sécurité et de confidentialité, nous avons mis en place donc une solution en urgence, hein, pour protéger un site, hein. Et avec Imperva, il s'est avéré que c'était plutôt concluant, hein, puisque nous avons passé le week-end de façon sécuritaire. Et nous avons donc ensuite développé ce partenariat avec Imperva depuis 7 ans autour des entités publiques et aussi privées. Voilà, aujourd'hui, en termes de chiffres, hein, ils sont affichés, hein, nous représentons une PME en croissance sereine, avec 250 collaborateurs sur 4 continents et voilà, une croissance plutôt sereine. Nicolas, tu peux passer sur le prochain slide, s'il te plaît. Voilà. Donc aujourd'hui, nos services, hein, s'articulent sur des solutions de infogérées managées. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons l'implémentation, nous faisons l'étude, hein, de vos besoins, avec nos équipes et avec notre partenaire. Et ensuite, nous faisons l'intégration, mais aussi la partie managed services, donc nous infogérons les services de sécurité. Nous vous accompagnons, nous implémentons les règles de sécurité par un échange, donc par un support 24/7 basé en France. Avec une équipe donc locale, et donc ensuite nous faisons toute l'analyse de vos besoins et au quotidien votre suivi d'activité autour des solutions de sécurité. Tout cela donc régi par des certifications, notamment celle qu'on voit et qui est fait focus sur la partie santé, qui est la partie HDS. Accréditation en matière de santé. Nous hébergeons donc des sites aujourd'hui en matière de la santé. Tout ça passant par des certifications aussi PCI DSS en termes de sécurité de transactions bancaires, des normes ITIL, hein, et bien sûr nous sommes RGPD compliant pour des notions de confidentialité et de sécurité. Voilà, donc je vais laisser la main maintenant à Nicolas pour la présentation un peu plus, maintenant rentrons dans le vif du sujet, la partie plutôt technique. Le but étant aussi donc de vous présenter l'ensemble des services autour de la sécurité avec Imperva, mais aussi ensuite d'avoir une grande partie sur la partie questions-réponses, éventuellement répondre à vos besoins vos questions qui surviennent tout de suite. Et bien sûr, nous restons disponibles, Nicolas et moi-même, après ce webinaire pour vous rencontrer, étudier vos besoins autour de la solution de sécurité. Merci. Très bien, merci Nelson. Donc, juste quelques mots sur Imperva en tant que société. Donc, en fait, on est, nous, une société américaine, hein, qui a plus de 20 ans d'existence. Notre métier, c'est de protéger tous les chemins d'accès aux données. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est qu'en fait, depuis plus de 20 ans, on a développé nos propres technologies de protection applicative, hein, qu'on parle de protection d'applications web, quel que soit, je dirais, l'endroit où elles sont hébergées, d'accord? Vraiment jusqu'à la protection, en fait, des API, qui sont exposées sur internet. Donc c'est vraiment cette, mécanique de protection de la porte d'entrée d'accès aux données, en fait, qui démarre justement par cette protection applicative. On a aussi, dans nos technologies de protection applicative, quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on appelle le firewall applicatif web, qui est vraiment une protection périmétrique, dans le sens où c'est quelque chose qui est en amont en fait, de vos applications, qui va filtrer tout le trafic à destination, qui est une technologie qu'on appelle le RASP, hein, qui est le Runtime Application Self-Protection, où l'idée c'est comment je peux mieux intégrer cette sécurité applicative au sein des cycles de développement, et de pouvoir intégrer cette protection applicative non plus en périmétrie, mais là directement au sein de l'application web,
pour qu'elle suive vraiment toutes les problématiques de développement et qu'elle fasse partie, je dirais, cette sécurité justement de ce fameux cycle de développement, et notamment quand vous êtes dans des méthodologies de type DevOps. Quand on parle de protéger tous les chemins d'accès aux données, en fait, on ne s'arrête pas uniquement, je dirais, à protéger la porte d'entrée, hein, puisqu'on a aussi des solutions à notre catalogue, hein, qu'on nomme Data Security Fabric, qui ont pour but, en fait, de protéger vraiment la donnée structurée en tant que telle, la base de données, hein, d'accord, qui est utilisée par ces différentes applications ou API pour stocker de l'information, d'accord, avec une solution qui permet justement de monitorer, de classifier l'information, de monitorer tous les accès en fait au système et de pouvoir détecter tout ce qui est comportements anormaux, qui va de la curiosité jusqu'à vraiment tout ce qui est action malveillante, voire détecter une fuite d'informations. Mais ça, c'est vraiment le bout du bout, hein, puisqu'il y a tellement de signaux faibles qui méritent de l'attention avant qu'on ait cette fameuse fuite d'informations. Donc vraiment, ça, c'est le métier d'Imperva depuis plus de 20 ans, de protéger à la fois la porte d'entrée jusqu'à la donnée en tant que telle. Alors aujourd'hui, hein, notre webinaire va se focaliser vraiment sur la protection applicative en tant que telle. Et derrière cela, en fait, la technologie qu'a développée Imperva sous le nom du WAF, hein, du fameux Web Application Firewall, et notamment cette approche un peu en mode WAF as a service, c'est-à-dire dans un sens où vous n'avez pas besoin de déployer en fait une solution chez vous directement, mais plutôt un service en fait de protection applicative fourni et appuyé sur l'infrastructure Imperva et peut être piloté, hein, bien sûr, vous accompagner avec notre partenaire Ecritel. Donc juste quelques mots aussi en termes de certification. On est bien sûr en termes de solutions cloud, on a beaucoup de contraintes en termes de certification. Donc sachez qu'on est certifié PCI DSS, hein, tout ce qui concerne flux de monétique qui pourrait transiter au travers de notre infrastructure. On est certifié SOC type 2, donc des contraintes très fortes en termes vraiment de bonnes pratiques, je dirais, de gestion de data center et surtout des données qui sont intégrées au data center. Et sachez aussi que Imperva en fait a une certification RGPD au niveau global, euh, spécifiquement, notamment sur comment nous on traite les informations de nos clients, tout en respectant cette protection de données personnelles qu'implique la RGPD. Donc là, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors, juste quelques mots, en effet, on est reconnu hein, depuis plus de 20 ans sur notre marché hein, par les différents analystes, et notamment le Gartner, où on est positionné en tant que leader sur la technologie maintenant qu'on appelle le WAP, hein, le Web Application and API Protection, par le Gartner, hein, dans le fameux Magic Quadrant, où on est en leader depuis plus de 8 ans. Donc, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet et je vais peut-être dire quelque chose d'assez trivial. Mais aujourd'hui, hein, dès que vous exposez une application web, une API ou quelques systèmes en fait directement sur Internet, eh ben, elles sont directement sous pression. Hein, il y a différents types d'attaques hein, qu'on a essayé de regrouper dans ce slide. Mais clairement, une application exposée sur Internet, aujourd'hui, elle est directement attaquée. Bien sûr, pourquoi elle est directement attaquée? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous, par exemple, on peut voir sur notre propre infrastructure, c'est que plus de 50% du trafic, en fait, est du trafic automatisé, donc provenant de bots, et plus de la moitié de ce trafic de bots, en fait, sont des bots malveillants. Donc il y a différentes catégories de bots malveillants, bien sûr, hein, qui sont là pour faire du piège d'informations, voire injecter des mauvaises données pour biaiser certaines campagnes marketing en termes d'analytique, mais surtout pouvoir exploiter de manière automatisée en fait des attaques, hein, notamment celles qui sont regroupées par le top 10 de l'OWASP, mais pas que. Mais le but pour les hackers, hein, c'est vraiment d'automatiser ces attaques et de ne pas faire quelque chose de manuel. Donc c'est bien sûr un gros pan en fait de l'activité du WAF en termes de protection, où on va bien sûr nous couvrir les attaques, je dirais, plus techniques, hein, qui sont notamment distinguées dans le top 10 de l'OWASP, mais qui va bien au-delà du top 10 de l'OWASP, hein, parce que chaque jour, en fait, on a des nouveaux 0D, des nouvelles tentatives en fait d'exploitation de failles liées à des librairies tiers, par exemple, présentes sur le site web. Et vraiment, le rôle du WAF va vraiment avoir un rôle de pouvoir filtrer ce trafic malveillant versus le trafic légitime hein, pour vraiment protéger correctement les applications et les API. Bien sûr, aussi, une des attaques les plus communes sont les attaques de type déni de service. Hein. Quand on parle d'attaque réseau, donc je dirais une masse d'informations, de trafic
soit en termes de bande passante, soit en termes de, je dirais, de paquets par seconde, qui a pour but de saturer un service, en passant par le lien internet jusqu'à l'application, voire l'infrastructure du client, d'accord, avec à l'instant T un fort volume en fait d'informations. Et aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que les attaques d'IDO sont de plus en plus en fait des attaques par vague. C'est qu'en fait les personnes qui utilisent en fait ces mécaniques se sont adaptées un petit peu au système de protection et vont pendant quelques minutes générer un fort trafic, vont s'arrêter quelques minutes, vont reprendre l'attaque et ainsi de suite. Vraiment une sorte de pulsation, une sorte de vague en fait d'attaque d'IDOS dans le but en fait de ne pas déclencher hein, les solutions de protection qui ont des SLA ou des mécaniques de détection et de prise en compte des attaques d'IDOS beaucoup trop lentes. Hein. Aujourd'hui, la moyenne est autour de 5 minutes sur le marché. Vous verrez que Imperva, on est beaucoup plus agressif là-dessus. Mais l'idée vraiment, pour nous aussi, en tant qu'experts, c'est de pouvoir s'adapter à cette nouvelle façon de faire, je dirais, même si le vecteur d'attaque d'IDOS, hein, il n'a pas tellement changé aujourd'hui, et c'est des choses assez connues. Bien sûr, quand on parle d'attaque d'IDOS, il y a aussi des attaques beaucoup plus, je dirais, vicieuses hein, au niveau 7, qui ne sont pas forcément liées à un fort un fort volume de trafic, mais plutôt de ce qu'on appelle des attaques lentes, hein, de type slow loris, par exemple. Hein, on a cet exemple sur le slide, qui est vraiment une attaque en fait où on va générer des connexions HTTP hein, sans forcément les fermer complètement. Et donc, au bout d'un moment, en fait, on va empiler les connexions en fait, au niveau du moteur de l'application web et la saturer. Et donc, faire un déni de service puisque l'application sera soit perturbée, hein, soit carrément inaccessible. Aujourd'hui, on voit aussi beaucoup d'attaques en fait vers les API. Il faut savoir que même le Gartner avait publié un article il n'y a pas très très longtemps qui indiquait que 2022-2023 allait devenir en fait pour les API la nouvelle surface d'attaque principale en fait, qui allait dépasser vraiment les attaques directement vers les applications web. Et nous, c'est ce qu'on voit en fait aussi sur nos infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, plus de 60% du trafic, alors là, je ne parle pas forcément du trafic d'attaque, mais du trafic global, en fait, est à destination d'API. Donc 60% du trafic, en fait, qui transite par notre infrastructure et du trafic lié, en fait, à des API exposés. Hein. Et parmi ce trafic-là, bien sûr, il y a un certain nombre d'attaques. On l'a vu notamment, par exemple, Log4j. Hein, donc Log4j, c'est un 0D extrêmement virulent qui a été publié en décembre 2021. D'accord, où nous, dès fin novembre 2021, on avait déjà vu, en fait, notamment via des appels API, en fait, des tentatives, en fait, d'injecter, en fait, ce payload d'attaque Log4j, en fait, au travers d'API. Donc, c'est aujourd'hui extrêmement important de prendre en compte aussi tout ce qui est API exposé, hein, celles que vous avez dans votre inventaire, mais peut-être celles aussi que vous ne connaissez pas encore, hein, qui sont liées à des moteurs, par exemple, applicatifs de type CMS, de type WordPress, et aussi les prendre en compte en termes de surface d'attaque, en termes de protection. Ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est des attaques en fait à destination des pages d'authentification, des pages de login. Donc bien sûr, hein, on peut récupérer différentes bases, je dirais, de credentials sur le dark web, mais pour un hacker, c'est tellement plus simple en fait de créer sa propre base. Donc on a ce qu'on appelle nous des attaques côté client, hein, les client side attacks, en fait, qui sont l'injection en fait de JavaScript malveillant, notamment tout ce qui est keylogger, dans le but en fait notamment d'enregistrer tout ce qui est frappe de clavier. Et pour un hacker, c'est une mécanique intéressante puisque ça leur permet en fait de se créer leur propre base, je dirais, de login mot de passe qui sont valides, d'accord, qui pourront en fait utiliser en fait sur un autre site web. Donc aujourd'hui, vous avez énormément d'attaques, d'accord, qui sont à destination des applications web. Elles sont extrêmement sous pression. Donc bien sûr, nous, avec nos solutions autour du cloud, ce qu'on appelle le cloud WAF, hein, le WAF as a service, un service WAF fourni par Imperva, où on a différents modules additionnels permettant de protéger de manière spécifique ces différentes briques en fait qui sont utilisées par les personnes malveillantes, en fait, pour vraiment faire une protection de bout en bout en fait de l'application web et des API, quel que soit, je dirais, le vecteur d'attaque. Donc, de par notre répartition, je dirais, en termes de points de présence, on intègre aussi tout ce qui est accélération de contenu, hein, tout ce qui est performance liée à des notions de CDN, donc de mise en cache et d'optimisation de contenu dans le but vraiment d'améliorer le ressenti utilisateur quand il accède à vos applications.
Donc si je rentre un peu dans le détail de ce que peut proposer Hyper-V en termes de protection applicative, on a ce fameux Cloud WAF, vraiment qui est là pour filtrer tout le trafic à destination de votre site web. Trafic légitime, bien sûr, et le trafic en fait lié en fait à des attaques. Donc quand on parle de filtrer le trafic, on va bien sûr nous d'abord s'intéresser à la source de ces requêtes. On a différentes mécaniques dans le WAF d'Imperva qui vont permettre d'identifier cette notion de réputation d'adresse IP. Quel est l'historique de cette adresse IP sur le réseau Imperva? Est-ce qu'elle a déjà attaqué des clients? Quel est son score de réputation? Et surtout, qu'est-ce que porte cette adresse IP? Est-ce que c'est un navigateur, donc techniquement un humain derrière, ou est-ce que c'est un bot, ces fameux bots, ces fameuses attaques automatisées? Et parmi ces bots, est-ce que c'est un bot légitime, hein, de type bot de Google ou outil de scoring de SEO, ou est-ce que c'est un bot malveillant? Donc on va nous déjà s'intéresser vraiment à la source de ces requêtes pour éventuellement bloquer des attaques, même si elles ne sont pas connues par la solution à l'instant T, hein. Le but, c'est vraiment de filtrer ce trafic, et notamment par la source. Bien sûr, derrière, on a toutes les mécaniques de détection, je dirais, de patterns d'attaque, de patterns utilisés pour exploiter des vulnérabilités présentes dans le code applicatif, hein, que ça soit lié au code, au framework web en tant que tel, ou à des librairies tiers utilisées au sein de l'application, hein, puisqu'aujourd'hui, on estime que plus de 80% du code applicatif, hein, même si vous le développez en interne, provient pas forcément en fait de vos propres développeurs. Bien sûr, il y a des librairies dans la communauté open source, il y a des choses qu'on n'a pas envie de redévelopper from scratch, et donc on va récupérer pour pouvoir enrichir son site web, etc. Donc le CloudWatch Imperva a pour but vraiment de filtrer tout ce trafic-là. On a l'habitude de dire, nous, que c'est une solution, entre guillemets, semi-managée. Bien sûr, vous avez accès à une console d'administration, vous êtes maître, je dirais, sur le choix d'être en mode alerting ou en mode bloquant, de pouvoir customiser la solution, mais en arrière-plan, on a voulu simplifier je dirais, ces tâches opérationnelles autour du WAF. Et en fait, Imperva, toutes nos équipes en fait, de R&D sécurité, hein, vont alimenter en continu par rapport à nos propres recherches, par rapport aussi aux publications de la communauté, en fait, des nouvelles mécaniques de détection, d'accord, pour pouvoir avoir en fait un WAF qui est tout le temps à jour, sans qu'on soit dépendant en fait, en tant qu'administrateur de la solution, en fait, de mettre à jour soi-même en fait la solution. Donc l'Azure, bien sûr, Ecritel a une forte expertise sur le sujet et peut bien sûr vous proposer tout le service d'accompagnement, toute sa propre expertise en termes de service manager pour vous aider à piloter en fait cette solution si vos équipes sont restreintes ou si vous-même vous n'avez pas forcément cette expertise forte sur le sujet. Donc le fait que Imperva en arrière-plan aussi semi-manage la solution, dans le sens où va tuner vraiment tout ce qui est signature d'attaque à la place du client final, fait qu'on a vraiment un taux de faux positifs extrêmement faible dans la solution, hein, qui peut être vraiment mesuré lors d'un POC par exemple. Et on a plus de 90% de notre base installée de clients en fait qui raccourcit la phase d'observation pour vraiment passer directement en mode bloquant et pouvoir vraiment protéger de manière effective l'application web. Donc, cette solution, on voulait faire un petit peu plus loin, hein, s'appuie sur une infrastructure. On a plus de 50 points de présence dans le monde. Donc, on en profite aussi pour être ce qu'on appelle un CDN, donc pour améliorer la performance d'accès en fait aux applications par des mécaniques de mise en cache de contenu, hein, mise en cache que vous pouvez bien sûr personnaliser par rapport à vos propres besoins. euh, euh, Par rapport à vos propres besoins. Ça va vous permettre aussi tout ce qui est manipulation, je dirais, du contenu en tant que tel, hein, de type réécriture d'URL, de pouvoir ajouter, modifier, supprimer des entêtes à la volée, de pouvoir compresser de tout ce qui est image, de pouvoir faire ce qu'on appelle de la minification en fait, de scripts, où on va analyser, nous, en temps réel, en fait, les scripts, et on va retirer tout ce qui est caractère inutile, encore une fois, dans le but de réduire leur taille et d'améliorer, je dirais, le ressenti utilisateur, quelle que soit sa localisation dans le monde. L'impact aussi de ce CDN, c'est que c'est autant de bandes passantes en fait qui ne transitent pas par vos propres liens, et vous pouvez bénéficier aussi d'une économie en fait à grande échelle là-dessus, en termes vraiment de bandes passantes consommées sur votre infrastructure.
Donc, on intègre bien sûr tout ce qui est mécanisme de protection d'IDOS, hein, qu'elle soit au niveau réseau ou au niveau applicatif, puisque la solution, elle est pas intégrée sur votre infrastructure, elle est vraiment en amont. C'est autant plus pertinent, puisqu'on va vraiment bloquer nous, tout ce qui est attaque d'IDOS sur notre propre infrastructure, sans qu'il y ait vraiment aucun impact en fait sur l'infrastructure du client final. C'est-à-dire qu'on va absorber vraiment les attaques en temps réel, d'accord, sans qu'en fait même votre lien soit saturé. Et en général, les clients en fait sont juste notifiés, sont au courant en fait qu'il y a une attaque d'IDOS parce qu'ils reçoivent en fait une notification de la part d'Imperva comme quoi une attaque a démarré. Donc on a un engagement, nous, très fort sur cette protection d'IDOS, puisque contractuellement, hein, on bloque les attaques en moins de 3 secondes. Donc la réalité, c'est qu'on fait vraiment la détection quasi temps réel dans la seconde, à la fois détection et absorption de l'attaque. Et on a un engagement contractuel fort, hein, avec des pénalités, etc. Si on ne respecte pas, en fait, je dirais ce SLA de 3 secondes. Et c'est extrêmement important, puisque je vais reprendre l'exemple, hein, des attaques par pulsation, par vague. C'est vraiment quelque chose qui est devenu courant depuis 2-3 ans. Et c'était un moyen, en fait, pour les hackers de pouvoir bypasser justement ces systèmes de protection et de ne pas leur laisser le temps d'échantillonner le trafic et de réagir suffisamment vite. Donc aujourd'hui, hein, on a plus de 11 terabits en termes de capacité, mais surtout, on est capable de bloquer des attaques à plus de 65 milliards de paquets par seconde. Il faut savoir que la bande passante en tant que telle, c'est pas forcément un problème euh, pour pouvoir en fait absorber ce type d'attaque. Ce qui met le plus à mal les équipements de protection d'IDO, c'est vraiment les attaques très agressives en termes de requêtes par seconde ou de paquets par seconde qui peuvent vraiment saturer l'équipement de protection d'IDOS. On a ce système en fait qui est directement intégré hein, dans la solution CloudWAF et qui va aussi apporter cette mécanique de protection directement en fait pour les sites web. Alors sachez, pour information, que dans le portfolio Imperva, on a aussi capacité de faire la protection d'IDOS, non pas pour des applications web ou des API, mais aussi pour n'importe quel type d'IP en fait, qui est exposé sur Internet. C'est aussi quelque chose qu'on peut avoir soit de manière autonome, soit complémentaire en fait à la technologie WAF, en fait, pour vraiment pour protéger l'ensemble de son infrastructure et l'ensemble de ses services exposés sur Internet. Comme je vous l'expliquais, aujourd'hui, Imperva constate que vraiment la partie API est devenue vraiment la nouvelle surface d'attaque privilégiée en fait des hackers, hein, puisque de par sa nature, hein, une API c'est fait pour avoir de l'interaction, hein, pour pouvoir de manière automatisée soit récupérer de l'information, soit publier de l'information. Pardon. Et donc, c'est devenu vraiment un terrain de jeu très intéressant, hein, si je me mets à la place des personnes malveillantes, vraiment pour soit exfiltrer de l'information sensible, soit vraiment pour injecter des attaques et essayer de prendre la main sur le système d'information. Donc, bien sûr, le WAF en tant que tel, il a son rôle à jouer, puisque lui, il va détecter vraiment tout ce qui est injection de patterns malveillants au sein des appels API. Mais on va aller plus loin en fait avec la solution, puisqu'on va être capable, nous, vraiment, de protéger la logique d'utilisation de l'API. Et par apprentissage automatisé, en fait, on va commencer à construire la mécanique technique en fait des différents appels API. Comment fonctionne l'API? Quel est le vocabulaire de l'API? Vraiment, techniquement, en termes de méthode HTTP, est-ce qu'un paramètre est obligatoire pour cet appel-là? Et si oui, quel est le type de format de la valeur de ce paramètre? Est-ce que c'est un booléen, de l'alphanumérique, du numérique ou autre? Et donc, on va apprendre vraiment cette logique, en fait, de fonctionnement de l'API pour augmenter le système de protection. Et en complément vraiment de la protection WAF, on va être capable de mettre en place des politiques de sécurité pour contrôler l'utilisation de l'API. Hein, et s'assurer que, par exemple, si j'ai un appel API qui me permet, via un GET, d'accord, de récupérer une information de prix, et je ne vais pas détourner cet appel-là, d'accord, pour essayer de faire un post et peut-être changer en fait, le prix associé. Et par ce biais-là, en fait, par exemple, biaiser en fait la liste de prix qu'expose en fait un client. Donc on va être capable, avec cette partie API Security, par apprentissage automatisé, hein, donc c'est pas des contraintes fortes en termes d'exploitation, de pouvoir en fait construire cette logique d'utilisation de l'API et de pouvoir mettre en place les bonnes mécaniques de protection. Il est à noter qu'en complément de je dirais, de cet apprentissage et cette protection logique, on va aussi classifier en fait tout ce qui est réponse des API.
L'objectif, c'est de pouvoir informer les équipes sécurité que tel appel API est peut-être un peu plus critique qu'un autre, parce que par exemple, il renvoie une information personnelle de type email. Donc on va classifier, on va typer en fait l'information, classifier l'information sensible, renvoyée en fait par les appels API. Et on va aussi être capable de notifier en fait dès qu'une nouvelle API est publiée. Parce que très souvent, par exemple, je prends un exemple, une campagne promotionnelle liée à une équipe marketing, on va mettre en place en fait par exemple un WordPress, un CMS, parce que c'est directement packagé et que c'est plus simple. Et ben en fait, il y a une API qui est déjà disponible par défaut dans WordPress et qui va être exposée sur Internet même si elle n'est pas utilisée. Et donc potentiellement peut être un nouveau vecteur d'attaque. Donc nous, on va automatiquement détecter dès qu'une nouvelle API est publiée pour notifier les équipes sécuritaires et vous permettre de mettre en place les bonnes mécaniques de protection. Autre problématique qu'on va aussi couvrir, c'est les attaques vraiment liées en fait aux pages d'authentification, hein. Parce qu'une page d'authentification, c'est du pain béni pour un hacker, puisque si on a mis en place une mécanique d'authentification avec un login mot de passe, c'est que derrière, il y a une information intéressante. Information qui potentiellement peut être monétisée, ou une information sensible que je peux utiliser, par exemple pour des attaques de type social engineering, donc directement à destination, je dirais, d'un humain. Donc on a développé en fait un moteur, d'accord, encore une fois dans le but de simplifier vraiment la mise sous protection de ces pages d'authentification, qui est basé derrière sur des technologies modernes qu'on retrouve de plus en plus dans le monde de la cybersécurité, qui sont tout ce qui est algorithme en fait de machine learning, pour vraiment profiler le trafic et comprendre tout ce qui est fraude en fait à destination de ces pages d'authentification, et aussi des algorithmes en fait spécialisés, avec des notions d'intelligence artificielle en fait qui vont pouvoir analyser en masse en fait tout ce trafic là et pouvoir corréler en temps réel, d'accord, des requêtes qui paraissent distinctes quand elles se présentent en fait sur les pages d'authentification, mais derrière où on a trouvé une logique en fait en termes de fraude de la part d'un attaquant. Donc cet outil-là, d'accord, va protéger directement la page d'authentification et va analyser tout le trafic à destination de cette page. Bien sûr, l'idée c'est de détecter à minima ce qu'on appelle les attaques de type brute force, où j'ai un login euh, soit réel, soit une tentative, je dirais, de forger un login, soit un login que j'ai pu récupérer, par exemple, sur le dark web, dans une base, et je vais générer des mots de passe de différentes natures, en masse, bien sûr, avec des notions de robots derrière, de bots, qui vont automatiser, bien sûr, toutes ces mécaniques, pour essayer, en fait, de trouver le bon couple login-mot de passe. Mais ça, c'est à minima. Nous, on va aller vraiment beaucoup plus loin, parce que l'idée, c'est vraiment d'identifier tout ce qui est fraude autour de ces pages de login. Et par exemple, on a cette notion d'utilisateur compromis. Donc, dans le jargon Imperva, qu'est-ce qu'un utilisateur compromis? C'est un utilisateur qui arrive à s'authentifier de manière légitime, donc qui paraît être un vrai utilisateur, en tout cas un utilisateur auquel on a fourni en fait un moyen de s'authentifier. Par contre, on a pu repérer, nous, justement sur le dark web, d'accord, que ce couple login mot de passe en fait avait déjà fuité et que cet utilisateur, même s'il paraissait légitime, d'accord, et ben, potentiellement en fait, il y a peut-être un workflow à déclencher pour lui demander de changer ce mot de passe. Donc, par ce biais-là, en fait, on va créer des listes d'utilisateurs qu'on estime compromis, donc qui sont protégés par un mot de passe spécifique. Encore une fois, on s'attache beaucoup chez Imperva à respecter notamment la partie RGPD. Et même le super administrateur, s'il n'a pas ce mot de passe-là, il n'a pas accès à cette liste. Donc, on peut très bien déléguer, par exemple, à un DPO l'accès à cette liste pour qu'il puisse, lui, vérifier en fait ces différentes informations. On va aussi détecter vraiment des choses qui sont complètement anormales. Par exemple, que moi, Nicolas Dremont, eh ben, en moins de 10 minutes, en fait, j'arrive à m'authentifier depuis les États-Unis, depuis la France, depuis l'Australie, depuis la Russie, de manière légitime. D'accord. Clairement, là, ça pose un problème. Si même techniquement, avec un VPN, je pourrais simuler ce scénario-là, c'est pas quelque chose de très commun et ça paraît extrêmement suspicieux. Donc c'est aussi ce type de comportement qu'on va être capable de détecter avec ce module Account Takeover pour vraiment augmenter la protection en fait, des pages de login. Autre mécanique en fait qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle la protection côté client.
hein. Donc, comment protéger aussi l'utilisateur en tant que tel sans déployer un agent sur son poste de travail. Donc, ce qu'on appelle le client-side protection. Je vais reprendre mon exemple des attaques sur les pages de login, où moi, en tant que hacker, j'ai pu récupérer une base sur le dark web que je vais tester, par exemple, sur vos pages d'authentification. Mais ça serait tellement plus simple que moi, je me crée ma propre base, d'accord, de couple login-mot de passe, en fait, qui serait légitime. D'accord? Donc par ce biais-là, en fait, je vais, via un exploit d'une application web, injecter un script malveillant. Un script, en fait, qui va me permettre d'enregistrer les frappes de l'utilisateur. Donc comme par ce biais-là, je vais infecter plusieurs sites web, d'accord? Et par ce biais-là, je vais être sûr de récupérer à chaque fois des couples login mot de passe, en fait, qui fonctionnent sur ces sites web-là. Donc si je rattaque un autre site web avec cette masse d'informations que j'ai créée moi-même, j'ai peut-être des chances que le mot de passe soit réutilisé par un utilisateur sur le site que je cible, et par ce biais-là, être sûr de pouvoir accéder en fait aux informations sensibles. Donc nous, en fait, on va permettre en fait déjà de manière automatisée, d'accord, par découverte automatique, identifier tous les composants tiers présents sur les pages. Hein. Les choses complètement légitimes, hein, par exemple de type Google Analytics, de type JavaScript permettant tout ce qui est interopérabilité avec les réseaux sociaux, voire des scripts qui permettent d'enrichir l'expérience utilisateur, par exemple pouvoir formater mon texte quand je laisse un commentaire, etc. Et parmi tous ces scripts, il y a peut-être un script en fait qui est malveillant. Le problème du JavaScript, d'accord, c'est que le WAF, il est aveugle à son exécution. Un JavaScript, c'est téléchargé dans le navigateur de l'utilisateur et c'est exécuté directement en fait par le navigateur. Donc l'exécution du script, l'activité du script, qu'elle soit légitime ou malveillante, le WAF, il est complètement aveugle là-dessus. Donc c'est pour cela en fait qu'on a développé ce module-là, déjà pour donner de la visibilité aux équipes sécurité de comment fonctionnent les applications web dont ils ont la responsabilité en termes de protection, de pouvoir à partir de cette liste identifier par une perva, d'aller pouvoir éventuellement discuter avec les gens de l'application, les gens des applications, voir les développeurs sur la légitimité de ces différents scripts et de pouvoir mettre en place une mécanique bloquante derrière pour bloquer l'exécution du script qu'on a identifié comme malveillant directement dans le navigateur. Donc techniquement, comment on fait sans devoir installer un agent côté poste de travail? En fait, on utilise un standard en fait, du monde Internet qui sont des entêtes qu'on appelle les Content Security Policy, donc qui sont compréhensibles par tous les navigateurs modernes du marché. Et quand le navigateur reçoit cette entête avec une liste de scripts qu'il est autorisé en fait à exécuter, eh ben, il va le n'autoriser, il va n'exécuter que cette liste de scripts. Et même s'il y a d'autres scripts malveillants présents, s'ils ne font pas partie de cette liste présente dans l'entête, d'accord, ils ne seront pas exécutés sur le navigateur. Et par ce biais-là, on arrive bien sûr à protéger directement le navigateur de l'utilisateur et de pouvoir bloquer l'activité de ces scripts malveillants. Donc, on parle souvent de ces mécaniques d'attaque, en fait, liées aussi à des problématiques de conformité, notamment la RGPD. Donc, il y a un exemple, c'est British Airways, qui a été infecté par ce qu'on appelle un JavaScript qui s'appelle Mashcart, d'accord, en fait, qui est un keylogger pendant des années, avant qu'ils s'aperçoivent en fait que leur site était infecté. Et par ce biais-là, en fait, ils ont subi une amende qui à la base était de 20 millions d'euros liée à une non-conformité à la RGPD. Avec le Covid, ça a été rabaissé à 2 millions d'euros, d'accord, mais ça a été quand même un impact fort pour l'entreprise, juste par rapport à cette mécanique en fait de keylogger inséré dans un JavaScript. C'est très bien d'avoir tous ces systèmes de protection, d'accord, qui, parce que le WAF est en frontal d'Internet, va générer énormément d'alertes, d'accord, des alertes qui peuvent être plus ou moins critiques, des alertes qui peuvent être liées en fait à une attaque ciblée sur vos ressources, mais comme qui peuvent être générées par le bruit d'Internet. Hein, quand je parlais des bots malveillants, d'accord, des bots, aujourd'hui, de la masse de bots en fait qui traînent sur Internet, et ben en fait, il y a des bots en fait qui s'amusent à passer sur des sites à scanner les sites, à chercher par exemple des versions très bien précises de technologies de type WordPress pour pouvoir exploiter automatiquement des scripts. Et donc ils vont scanner le site, ils vont tenter des choses, mais s'ils n'y arrivent pas, en fait, eh bien, ils vont passer à autre chose. Mais tout ça, en fait, ça va générer des événements donc, en masse. Donc on a, nous, développé un outil, d'accord, qui va aider les équipes SOC de nos clients ou tout ce qui est personne en charge en fait des réponses à incidents à faire le tri dans tous ces événements-là. D'accord? Donc, on appelle ça Attack Analytics.
ça vient vraiment en complément du Cloud WAF. C'est alimenté en fait par tous les événements générés à la fois par le Cloud WAF, par la protection API, par la partie protection côté client, par tout ce qui est protection des pages de login. Et en fait, on va derrière avoir des moteurs d'intelligence artificielle spécialisés dans le traitement de logs en masse qui vont corréler les informations. Et l'avantage d'Attack Analytics, c'est que vous n'avez pas besoin de programmer son intelligence. Hein, tout ça, c'est opéré par Imperva en arrière-plan, d'accord, et va permettre en fait de regrouper tous ces incidents, en fait, tous ces événements sous forme d'incidents avec des niveaux de criticité. Et le but, en fait, c'est de réduire cette masse d'événements dans des incidents qui sont beaucoup plus lisibles, qui permettent aussi, en fonction du type, par exemple, de CVE exploité, d'avoir différents niveaux de criticité et de vraiment faire le tri entre ce bruit que peut générer Internet aujourd'hui, d'accord, et des attaques qui sont vraiment ciblées, en fait, par rapport à mon métier, par rapport à mon secteur d'activité, d'accord, ou qui me cible en termes vraiment d'applicatifs. Donc Attack Analytics va vraiment absorber des milliers d'événements, va les regrouper sous forme d'incidents pour que ça soit plus lisible et plus clair en termes de traitement. Donc toutes ces technologies en fait reposent sur une infrastructure de plus de 50 POP en fait qui sont répartis dans le monde entier. D'accord. L'ensemble de ces POP en fait sont connectés entre eux hein, dans le but vraiment d'optimiser en fait et de minimiser hein, tout ce qui est latence d'accès. Ce réseau de POP nous permet bien sûr de faire la mise en cache de contenu proche de l'utilisateur et donc d'offrir des performances fortes avec cette approche en mode cloud, mais va nous permettre aussi vraiment d'avoir aussi cette capacité de protection DDoS, d'accord, en moins de 3 secondes, avec des capacités extrêmement fortes en termes de prise en compte des attaques. Puisqu'en fait, on va bloquer toutes les attaques au niveau des différentes sources de l'attaque DDoS, hein, parce que dans DDoS, il y a le mode distribué, hein, donc c'est des multiples botnets à l'instant T qui attaquent une destination unique. Et donc nous, on va lisser tout ce trafic-là sur l'ensemble de nos POP en temps réel, en fait, pour pouvoir bloquer ces attaques-là. Donc sachez qu'on a une forte densité de points de présence en Europe et on a bien sûr aussi un point de présence directement en France, d'accord, pour aussi améliorer les performances de tout ce qui est accès au niveau territoire français. Donc voilà ce que propose Imperva aujourd'hui en termes de protection applicative. Donc là, je vais plus, pour conclure ce webinaire et passer, je dirais, plus aux questions-réponses, un petit use case, hein, un petit retour d'expérience, en fait, qu'on a pu, en fait, comment on a pu aider, en fait, un client dans le monde de la santé. Donc c'est un CHU dans le nord de la France, en plein Covid en plus, donc il y avait un effet, je dirais, de stress et de panique importante. En fait, la problématique du client, c'est que il a subi un certain nombre d'attaques sur ses applications web, et notamment des attaques sur des technologies de type WordPress qui utilisaient en fait une librairie PHP qui est intégrée par défaut dans WordPress et qui est active par défaut dans WordPress. Cette librairie PHP, elle a pour but, hein, dans l'utilisation normale, de permettre aux développeurs, en fait, à distance, de pouvoir en fait exploiter le site web, mettre à jour des pages, rajouter du contenu, modifier du contenu de manière un peu automatique et de manière simple, hein, sans avoir forcément avoir besoin d'accès au serveur en tant que tel. Le problème du client, c'est que cette librairie-là, si vous regardez un petit peu les bonnes pratiques de configuration WordPress, euh, quasiment à chaque fois, on demande de la désactiver parce qu'il y a énormément de failles, des failles anciennes, des failles même nouvelles qui apparaissent récemment et qui sont utilisées par les hackers pour générer des attaques. Soit pour faire de l'injection SQL, donc essayer d'exfiltrer de l'information sensible, pour essayer de faire des attaques de type brute force, pour casser, je dirais, la partie authentification ou autorisation liée à ce module-là. Et dans mon cas, hein, de ce centre hospitalier, je dirais de taille relativement importante, hein, avec plus de 1700 lits, d'accord, c'était en fait du défacement de site. Hein. Donc l'idée, c'était de remplacer les pages, d'accord, par des messages, je dirais, militants, mais aussi des pages en fait liées en fait à des panneaux de pub. Hein, parce que un des objectifs du hacker, au-delà du militantisme, hein, c'est d'essayer de monétiser ses attaques. Et donc en fait, ces slogans militants étaient entourés de publicités, hein, dans le but vraiment de monétiser en fait l'attaque en complément de vraiment de cette attaque un petit peu militante.
Bien sûr, le client avait des backups de ses sites web, hein, donc était capable de je dirais les republier, etc. Mais à chaque fois qu'il les republiait, en fait, il se faisait réattaquer. D'accord? On l'a su par la suite quand on a mis en place le Cloud WAF, qu'en fait, on avait vraiment les mêmes types de bots, les mêmes sources d'attaque de manière continue, en fait, dès que l'application était publiée, dès que les applications étaient publiées, d'accord, il y avait en fait un changement des pages, etc. Donc le client était incapable en fait de remettre en place en fait ces sites web. Donc en fait via un partenaire, hein, on a eu un petit peu j'ai eu un appel un petit peu en mode urgence, hein, directement avec le RSSI du centre hospitalier en soirée, d'accord, qui voulait savoir comment on pouvait rapidement l'aider, hein, d'accord, pour mettre en place en fait la solution de protection applicative et qu'il puisse vraiment remettre à disposition ces sites web, à la fois, je dirais, pour les usagers du centre hospitalier, notamment tout ce qui était prise de rendez-vous pour tout ce qui est vaccination, mais aussi il y avait des applications liées à la gestion des lits, etc., donc un peu plus critique pour le métier je dirais, de l'hôpital. Donc cette mise en place en fait du WAF a été extrêmement rapide. D'accord? Il faut savoir que quand on parle de WAF as a service, d'Hypervac Cloud WAF, euh, le fait de mettre sous protection un site web, c'est extrêmement rapide. En fait, tout ça, c'est basé sur de la redirection DNS. D'accord? Vous déclarez en fait votre application au sein de notre solution, vous faites une modification sur vos serveurs DNS, ce qui fait que tout le trafic en fait va être redirigé sur notre infrastructure. Et là, on va directement commencer notre travail d'analyse et de filtrage en fait du trafic, que ce soit du trafic légitime, d'accord, ou du trafic lié à des attaques. Donc dans mon cas, de l'exploitation justement de cette faille du module PHP, hein, d'accord, mais aussi tout ce qui est protection d'IDOS, de pouvoir analyser les bots, etc., dans le but vraiment de protéger. Donc vu qu'on a vraiment un taux de faux positif extrêmement faible, on a pu passer directement en mode bloquant et le client a pu remettre directement en fait ses applications sous protection et on a pu un peu analyser ce qui se passait. Donc on s'est aperçu qu'en effet il y avait énormément de bots qui se connectaient en continu, que ces bots en fait étaient classifiés par la solution et étaient du même type, hein. Donc c'était vraiment une attaque ciblée sur ce CHU parce que le hacker avait trouvé un moyen d'exploiter une faille bien précise. On voyait qu'il y avait aussi différents types d'attaques véhiculées par ces différents bots, de type injection SQL, donc but d'exfiltrer de l'information, d'accord, et différentes autres mécaniques, hein, dans le but vraiment de poster de changer les pages différents sites. On s'est aperçu aussi que c'était une attaque extrêmement distribuée, hein, d'accord, venant vraiment de plusieurs points du globe, mais vraiment avec les mêmes caractéristiques de bot à chaque fois. Et donc c'est vraiment, on avait pu identifier que c'était vraiment une attaque ciblée. Et le dernier point, juste pour revenir sur la partie Attack Analytics, hein, où dans ce cas-là, on avait des centaines d'événements qui étaient générés, hein. Donc on a pu montrer aux clients aussi la valeur de cet outil-là, puisqu'en fait, ces centaines d'événements ont été regroupés en différentes catégories, d'accord? Et on s'est aperçu, vraiment, il n'y en avait que 22 incidents extrêmement critiques. Et donc, bien sûr, vous pouvez avoir le détail. Vous voyez, là, j'ai des milliers d'événements regroupés dans ces différents incidents. Et de pouvoir aussi identifier que je subis des attaques. Par exemple, il y a des bots qui vont peut-être essayer d'exfiltrer l'information, mais qu'en même temps, le hacker, par exemple, a généré une attaque DDoS dans le but de focaliser les équipes sécurité, d'accord, et de pouvoir passer un peu sous le radar avec des attaques un peu plus vicieuses, vraiment pour récupérer l'information sensible. Donc Attack Analytics permet vraiment de corréler ces différents événements distincts, vraiment pour avoir une vue réelle en fait de ce qui se passe en termes de protection applicative. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut proposer chez Hypervent en termes de protection applicative, hein, avec notre partenaire Ecritel, vraiment en termes de services managés aussi associés à ce type de solution. Parce que ce que je n'ai pas cité, c'est que bien sûr, une des grosses problématiques pardon, du centre hospitalier, c'est que les équipes IT étaient en sous-effectif. D'accord. Bien sûr, on connaît toutes les contraintes des hôpitaux aujourd'hui en termes de budgétaires, et ils avaient vraiment des problématiques, vraiment d'avoir des gens vraiment pour gérer cette partie de protection applicative.
Donc le fait d'avoir cette approche Cloud WAF leur permet vraiment d'optimiser, je dirais, le temps homme autour de la solution et d'avoir vraiment quelque chose d'efficace dans le temps. Donc, vous avez nos coordonnées sur le slide, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions suite à ce webinaire. Si vous le souhaitez, hein, vous pouvez les poser directement, soit de manière orale, hein, soit via le chat. Merci Nicolas pour cette présentation riche d'informations. Oui, comme disait Nicolas, vous avez nos coordonnées, mais nous avons laissé aussi un petit peu, et c'était assez concis sur l'ensemble des informations et laissé justement libre à vos questions et réponses, hein, donc en vous manifestant sur le chat. Parce qu'il y a quelques minutes, quelques instants. Alors, j'ai une question là qui est arrivée par un message privé. Alors, on me demande justement dans le cadre de la RGPD, comment la solution en fait peut respecter je dirais, cette régulation et s'assurer qu'on a bien je dirais, un stockage des informations en fait sur le sol européen. Donc au sein de la solution, on a bien sûr pris en compte cela. En fait, vous avez le choix, vous en tant qu'administrateur, de pouvoir définir sur quelle plaque géographique, d'accord, Impervat doit stocker en fait les logs générés par la solution. Donc on a différentes plaques géographiques parce qu'il y a bien sûr différents types de régulation dans le monde entier, hein, et pas uniquement celles liées à l'Europe, mais vous avez la notion de plaques de l'Union européenne, hein, donc des pays faisant partie de l'Union européenne, et vous pouvez choisir en fait que la solution stocke les logs justement sur cette partie Union européenne pour s'assurer qu'il y a bien un stockage vraiment de l'information qui peut être sensible en fait directement sur le continent européen. C'est une question tout à fait pertinente qui revient souvent dans l'analyse des besoins de nos clients, notamment dans le cadre des entités publiques, parfois voire même du privé. J'ai une autre question liée à la protection, où en fait on me dit, mais alors, donc, le fait que la mise sous protection se fasse via redirection DNS permet en fait de protéger une application quelle que soit sa localisation. Donc en effet, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, hein, que votre application soit hébergée chez vous, soit hébergée chez un hébergeur, hein, par exemple OVH, ou dans peut-être un cloud public, hein, vous avez peut-être ce mouvement vers le cloud qui est enclenché. Le fait qu'on en fait, on puisse rediriger le trafic via DNS nous permet de protéger en fait les applications, quelle que soit leur localisation, et d'avoir vraiment une solution de protection applicative centralisée en termes de visibilité, hein, quelle que soit, je dirais, la localisation de mon application, et de ne pas avoir des choses décorrélées entre un WAF qui serait on-premise sur mon data center, mais j'ai peut-être une application chez Microsoft Azure, et j'ai aussi un autre WAF, etc. Là, on va vraiment centraliser vraiment cette notion de visibilité de la protection applicative et de pouvoir protéger n'importe quelle application, quelle que soit sa localisation. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure ce webinaire. Donc encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous hein, si vous avez besoin d'un complément d'information ou si vous voulez qu'on étudie avec Ecritel votre besoin en particulier pour voir quelle est la meilleure approche. N'hésitez pas. Bah, merci à tous hein, et je vous souhaite une bonne journée. Merci à votre participation. On va vous fournir le lien si besoin pour la présentation, puis on reste disponible. Merci à vous.